La campagne officielle vient de démarrer donc au Cameroun pour 2 semaines. Fait politique majeur, l'absence, toujours cette absence au moment où nous tournons cette émission de Paul Biya, 92 ans, candidat à sa propre succession, jusqu'ici en visite privée en Suisse. Pendant ce temps, des visuels de vidéos et des vidéos de campagne, une vidéo de campagne surtout de qualité contestée, parfois produit avec de l'intelligence artificielle, l'IA, ont suscité moquerie et rejet. On peut voir par exemple ce visuel de Paul Biya qui défie tous les standards du graphisme professionnel et aussi une vidéo qui a fait beaucoup parler et qui mêle de manière assez dérangeante images réelles et images générées par intelligence artificielle. On regarde. Des réalisations palpables. Mais nos efforts sont contrariés par des épreuves multiples. Grâce à l'expérience d'un homme et au sacrifice des Camerounais, nous avons su préserver l'essentiel, maintenir la paix et l'unité, offrir à notre jeunesse des opportunités durables, renforcer l'inclusion socio-économique de la femme et assurer sa protection reste notre engagement. Paul Biya, grandeur et espérance. Voilà le spot de campagne du président Paul Biya du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Théophile, tu as été très dur sur ta page Facebook sur ces supports de campagne produits par l'équipe de Paul Biya. Qu'est-ce qu'ils disent de ce début de campagne? Alors, de manière assez ironique, j'ai comparé, Fabrice, l'affiche de campagne de Paul Biya à une sorte de création poussive de mon neveu de 12 ans qui s'essaierait sur Paint. Paint, c'est un logiciel de graphisme pas professionnel que nous pouvons tous utiliser. Mais quand on regarde bien cette affiche, ben, rien ne va. Je veux dire, il y a ça a vraiment l'air de quelque chose, d'un mauvais template qu'on a adapté rapidement. Et l'image du chef de l'État est une image qui mêle IA et réalité. On voit une vieille photo de Biya travaillée, et puis le costume, enfin le vêtement dans lequel il est, ce costume bleu, ben, en fait, il n'existe pas. C'est quelque chose fait par l'IA, c'est une cravate générée par IA. Et vraiment, rien ne va dans cette affiche, alors qu'il y a des agences de communication au Cameroun qui ont la capacité, les compétences pour faire de belles affiches. Quand vous descendez dans la rue à Douala ou à Yaoundé, vous voyez les publicités des brasseries ou alors de gens qui font des cahiers qui sont 1000 fois meilleurs que cette publicité. On savait que Paul Biya également avait des conseillers étrangers, notamment Patricia Balme, la française Patricia Balme, qui semble avoir disparu. En charge de la communication du chef de l'État. Oui, en tout cas, elle semble avoir disparu. De manière générale, on se rappelle également que des pontes de la communication, alors on pouvait le déplorer, des pontes de la communication, de la publicité, comme Jacques Séguéla et d'autres avaient travaillé sur les campagnes de Biya. Mais là, en fait, même le slogan, il est tout à fait facilement détournable. On peut parler de grandeur et décadence, hein, pour faire un jeu de mots avec ce qu'il dit. Et puis quand il parle des grandes espérances, comment se fait-il que les grandes espérances viennent après les grandes réalisations? Ça n'a pas de sens, même d'un point de vue. Et puis espérance, on peut espérer qu'il prenne sa retraite et qu'il quitte le pouvoir. Mais bref, on ne comprend pas même la manière dont tout cela est agencé d'un point de vue graphique. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble pas du tout à une affiche de campagne. Ça ne ressemble pas à l'affiche de campagne d'un chef de classe d'un lycée de Douala ou de Yaoundé. C'est en dessous, et ça nous dit beaucoup de choses. Alors, pour la vidéo, on ne comprend pas. Déjà, il n'y a pas le fait que ça mêle IA et vie réelle. Il y a le choix des images. Pourquoi on a besoin de l'intelligence artificielle pour montrer des Camerounais qui défilent? Il y a plein d'images de défilés qui appartiennent à l'État du Cameroun qu'on peut utiliser. En plus, quand on veut créer un effet de crédibilité, on prend un faux militaire qui vient sauver une fausse famille dans un faux village
Enfin, et puis, c'est une IA qui n'essaye même pas d'être performante, de ressembler à la réalité. C'est vraiment le basique du basique. Il y a des plans assez risibles. On voit donc cette scène mise en scène donc, par l'intelligence artificielle de l'IA qui déforme le drapeau. On voit tantôt un drapeau qui ressemble à celui du Bénin, tantôt à celui du Cameroun, mais sans l'étoile. C'est vraiment, on sent que, pour le dire de manière triviale, l'équipe de communication ne s'est pas vraiment foulée pour réaliser. Ça a été fait sur un point de table par une toute petite équipe. C'est ce que ça nous dit, c'est ce que ça laisse entrevoir, c'est-à-dire une toute petite équipe qui fait des choses en roue libre sans vraiment qu'il existe une direction nationale de campagne et qui veut aussi garder les choses contrôlées. Et donc, quand une toute petite équipe veut contrôler, elle fait mal les choses parce que ouvrir, ça signifierait perdre un peu de pouvoir. Et finalement, on se demande, est-ce que c'est Paul Biya lui-même qui est en campagne ou bien c'est un petit clan qui, dans la guerre des clans, essaye de prendre le maximum de ce qu'il peut prendre en termes d'influence sur cette vraie fausse campagne, parce qu'on peut vraiment parler de vraie fausse campagne. Augustin Epagna, je suppose que tu as consulté cette vidéo, ce spot de campagne. Qu'en as-tu pensé ? Non, mais moi, je pense qu'elle est aussi artificielle que peut l'être le pouvoir de Biya lui-même. C'est-à-dire qu'elle est à l'image du pouvoir, à savoir qu'on nous présente un homme qui est censé présider aux destinées du Cameroun, mais on sait que depuis de nombreuses années, ça n'est plus vraiment lui qui est aux manettes. Et donc, je pense que ça traduit ça, c'est-à-dire que tout est artificiel, tout est construit, tout est fabriqué, et tout est à l'image de... On veut donner l'impression qu'il est là alors qu'il n'est pas là, et là, pour le coup, au sens propre, puisqu'il n'est pas physiquement au Cameroun, et que quand il est au Cameroun, il n'est visible nulle part, à part à Etoudi. Donc, quand l'ambassadeur de France sauf quand l'ambassadeur de France... le patron de l'Africom. C'est ça. Sauf quand je dirais, ses maîtres, ses maîtres et ceux qui finalement lui permettent d'être encore là, parce qu'il faut quand même bien dire les choses. Il est bien évident que si ces puissants ne continuaient pas à jouer le jeu et à faire comme si c'était lui qui gouvernait, qui était à la tête du pays, il y a bien longtemps, et il avait lâché, il y a bien longtemps, je pense que on n'en serait peut-être pas là au niveau de la situation du pays. Donc je pense que la communication, elle est à l'image de l'homme et de sa non-présence au niveau du pays et au niveau de sa gouvernance. Alors, Jean-Bruno Tagne, Théophile parlait du slogan accolé à ce matériel de campagne. On parle de Cameroun, des grandes espérances désormais. On avait connu les grandes ambitions. Dernièrement, c'était les grandes réalisations. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une forme de régression. On est passé des réalisations aux espérances. C'est quoi la logique dans tout ça? Eh bien, il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique en réalité. Et j'ai moi-même observé, comme tout le monde, toute l'indigence conceptuelle qu'il y a dans l'affiche de campagne de Paul Biya et le recours à l'intelligence artificielle pour faire son clip de campagne me semble être quelque chose de tout à fait cohérent parce que la réalité le dessert tellement qu'il est obligé d'utiliser des images artificielles fabriquées pour tenter de proposer quelque chose aux Camerounais. Parce que la réalité du Cameroun aujourd'hui, c'est quoi? C'est une capitale qui est envahie par la poubelle. En ce moment, dans les réseaux sociaux, on voit même des affiches de campagne de Paul Biya qui sont plantées dans des coins de rue, dans la poubelle. C'est-à-dire que l'affiche de campagne du président sortant plantée dans la poubelle. La réalité du Cameroun aujourd'hui, c'est quoi? C'est la route qui relie les deux principales villes du pays, Yaoundé et Douala, qui est en construction depuis 10 ans, et en plus de 10 ans, ils ont fait seulement 60 kilomètres. La réalité du Cameroun, c'est la route qui est impraticable entre Douala et l'ouest du Cameroun, les routes qui sont à peine utilisables dans dans la région septentrionale du pays. Donc, en fait, la réalité du Cameroun, après 43 ans, dessert tellement Paul Biya que ses équipes n'ont pas eu d'autre choix que d'utiliser le mensonge de l'intelligence artificielle pour essayer de proposer quelque chose aux Camerounais. Et vous avez observé effectivement, on ne parlera pas d'évolution, mais justement, c'est de régression
dans les propositions ou alors dans les slogans de campagne de Paul Biya. Il y a eu le septennat des grandes ambitions. Après, on est venu aux grandes réalisations. Il n'y a pas grand-chose qui a été réalisé. Et aujourd'hui, il s'en remet à l'espérance. Il demande aux Camerounais voilà, de mettre leur confiance, d'espérer quelque chose pour le prochain septennat. Augustin le disait très clairement. En réalité, aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on voit dans la campagne de Paul Biya montre une équipe qui n'a pas grand-chose à proposer, qui ne sait plus où donner de la tête. Et tout est faux là-dedans, parce que même les photos qui sont utilisées de Paul Biya sont des photos mensongères qui ne traduisent pas la réalité du personnage au jour d'aujourd'hui. Et c'est terrible parce qu'au Cameroun, pour finir sur ce point-là, au Cameroun, pour déposer un dossier devant l'administration, on demande d'avoir une photo datant de moins de 3 mois. Or, les photos de Paul Biya qui sont brandies un peu partout et qui pallient un peu son absence lors des meetings, ce sont des photos de lui qui datent de 10, 20, 30 ans. Voilà, donc tout est faux, il n'y a rien qui marche dans cette campagne de Paul Biya au moment où on commence la campagne électorale. Alors, je voulais rajouter quelque chose. Oui, le mot espérance, c'est un terme religieux. Oui. Et c'est un terme religieux, on espère ce qu'on n'a pas. Et aujourd'hui, ce que les Camerounais peuvent espérer, les Camerounais peuvent lever les yeux vers le ciel, pas pour espérer que Biya fasse cette année de plus, mais qu'il parte, qu'un miracle se produise et qu'il disparaisse. En fait, donc le mot même est susceptible de générer des railleries en série. Et puis, je voulais là-dessus juste vous donner une petite citation de Mireille Fomcon. C'est une communicante, elle est patronne d'une agence de communication au Cameroun. Sur LinkedIn, elle dit: la fiche de campagne du président Biya est une insulte, pas seulement à l'intelligence des électeurs, mais aussi à toute l'industrie camerounaise de la publicité. 43 ans de pouvoir et on nous sert un photomontage vide de sens, sans stratégie, sans insight, sans récit. Ce n'est pas seulement un flop, dit-elle, c'est un affront au peuple. Elle ajoute au président et au Cameroun. Alors, l'affront au président, bon, on s'en fiche un peu, mais effectivement, c'est un affront au Cameroun parce que dans le monde entier, il y a des Camerounais de talent qui travaillent dans la communication. La personne qui refait même l'image de marque, la marque Bénin, c'est un Camerounais qui a été recruté par le gouvernement du Bénin et qui a fait des magnifiques spots de campagne pour donner une belle image au Bénin. Et donc, vous avez autant de Camerounais, autant qui ont été formés dans les meilleures universités du Cameroun et du monde. Et vous avez une campagne qui ressemble vraiment absolument à n'importe quoi. Augusta, les dernières informations connues concernant la cellule de communication des campagnes électorales du RDPC font état de 3 milliards de francs CFA dépensés, par exemple, en 2011. Aujourd'hui, c'est une organisation assez opaque. C'est le contribuable camerounais qui paye l'addition parfois salée de ce genre d'opération de communication. D'ailleurs, publié par le compte, je précise, sur YouTube, de la présidence de la République du Cameroun, et pas par un compte annexe du RDPC ou de campagne du candidat Paul Biya, mais le compte de la présidence de la République. Ça dit beaucoup de choses, de la connivence et du mélange de genres entre le pouvoir en tant que président et en tant que candidat. Oui, oui, le bien public et les comptes personnels ne connaissent pas de limites, sont complètement confondus. Et on le voit, de toute façon, la réquisition des fonctionnaires, des ministres, etc., pour faire aller battre campagne dans les régions, on le voit, vous allez dans les ministères actuellement, vous allez dans les bureaux sont vides, les ministères sont vides, parce qu'ils sont tous en campagne, ils sont tous en train de battre campagne pour le président de la République, évidemment avec les moyens de l'État, avec les véhicules, etc. Et pendant qu'ils font ça, ils ne sont pas dans les services à rendre comment dirais-je, la mission pour laquelle ils sont censés être embauchés et censés travailler. Donc ça, c'est vraiment un aspect, mais on sait très bien que les caisses sont complètement... Les caisses des entreprises publiques sont les caisses privées, servent de caisses privées au chef de l'État et à et aux ministres qui sont à la tête de ces différents secteurs. Tout le monde le sait. Je voulais prendre un exemple justement par rapport à cette permissivité. C'est notamment le fait que, vous devez le savoir aussi bien que moi, il y a un consortium de journalistes qui a
enquêté sur la durée de séjour de Biya et sur le coût, voilà, sur le coût que ça, sur ce que ça a coûté. Et donc ça équivaut à 4 ans et demi, hein, une durée de 4 ans et demi, et c'est 65 millions de dollars. Donc évidemment avec les deniers publics, bien évidemment. Tout le monde sait que Brenda Biya, la fille donc de Biya et de Chantal Biya, vit à l'année à l'hôtel Continental à Genève. Donc évidemment, tout ça sur les deniers publics. On l'a vu récemment en train de jeter des billets par terre. C'est vraiment scandaleux, c'est un mépris. Et quand en même temps on vous dit officiellement, mais vraisemblablement les chiffres sont minimisés, qu'on a 10 millions de Camerounais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui. Hein, quand on sait que le SMIC camerounais est un des SMIC les plus bas d'Afrique quasiment. Donc on est dans une espèce de situation dichotomique irréconciliable, parce que vous avez des gens qui surfent sur les deniers de l'État, sur les deniers publics, sur des milliards. Tout le monde le sait. Il n'y a pas un chantier public dont les deniers n'aient pas été détournés à un moment ou à un autre. On a moult exemples pendant le Covid, le stade Olembe, enfin tout à l'heure l'exemple de la route Douala-Yaoundé a été prise, mais là aussi combien de fois les deniers ont été détournés alors que cette route et cet axe devraient être finis depuis bien longtemps. Donc vraiment à tous les étages du Cameroun, il y a détournement des deniers publics, il y a dysfonctionnement, il y a corruption. Enfin, il y a beaucoup d'anecdotes qui disent que quand vous allez chez certains très hauts fonctionnaires ou chez certains ministres, ils ont dans leur bureau personnel des armoires pleines d'argent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Ben Ali, au moment où il est tombé, on avait, comment dirais-je, ouvert un certain nombre d'armoires dans ses bureaux et dans ses appartements où il y avait des centaines et des centaines de billets, de milliers de billets qui étaient là. Et c'est exactement la même situation pour un certain nombre d'hommes du pouvoir, etc. Donc vraiment, les deniers publics sont totalement dilapidés et totalement accaparés par cette caste, par Biya bien sûr et sa famille, mais par cette caste qui tient le pouvoir. Et je voudrais insister, cette caste qui est constituée de tous des Camerounais des 4 coins des 10 régions. De toutes les ethnies. De toutes les ethnies. Donc ils instrumentalisent le peuple pour s'entretuer, pendant qu'eux font bloc et se serrent les coudes et se serrent sont totalement solidaires, même lorsqu'il y a des pogroms dans leurs régions respectives, ils ne dénoncent pas ceux qui organisent ces pogroms-là parce qu'ils sont ensemble. C'est une caste bourgeoise qui est d'accord pour défendre ses intérêts coûte que coûte, et à la mort s'il le faut, jusqu'à la mort. Il n'y a pas de problème. Jean-Bruno Tagne, justement, pour cette campagne du RDPC, on a vu des images notamment de figures du régime qui mènent campagne, qui battent campagne en quelque sorte en lieu et place de leur figure principale, de Paul Biya. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que Paul Biya revienne au pays et mène campagne, sachant que les élections sont prévues dans maintenant à peine plus de 2 semaines, voire 2 semaines tout pile. Est-ce que la campagne est imaginable avec un Paul Biya physiquement présent face à ses électeurs? Alors oui, effectivement, dans les plans des stratèges de Paul Biya, parce qu'il en a quand même, hein, même s'ils n'ont produit qu'une vidéo pourrie et puis une affiche de campagne complètement ridicule, c'est quand même des stratèges, on va les appeler comme ça là. En fait, ils ont prévu que le président de la République tienne au moins un meeting pendant toute la durée de la campagne. Et certaines sources suggèrent justement qu'il se retrouve aujourd'hui en Suisse pour essayer de se refaire une nouvelle santé, de se booster pour être capable de tenir pour au moins un meeting. C'est ça le pari qui doit être tenu par ces équipes de campagne. Et donc, il est annoncé dans l'extrême nord du pays, à Maroua.
Et il faut savoir que c'était déjà le cas lors de l'élection présidentielle de 2018. Il avait tenu un meeting unique dans la ville de Maroua, dans l'extrême nord du pays. Et puis, par la suite, on n'a revu que lors de l'élection où il allait voter et puis lors de la prestation du serment. Donc, je pense que c'est quasiment le même scénario qui pourrait être utilisé, pardonnez-moi, cette fois également pour cette campagne. Et le choix de Maroua dans l'extrême nord du Cameroun est assez stratégique là encore, parce que d'abord Maroua, c'est l'extrême nord du pays, c'est la deuxième région qui compte le plus d'inscrits sur les listes électorales. Et quand on prend Maroua et les régions voisines, c'est-à-dire l'Adamawa et le Nord, ça fait les trois régions de l'extrême nord qui, pris ensemble, les trois régions ont le plus grand nombre d'inscrits sur les listes électorales. Et donc, sa présence dans l'extrême nord, ce serait pour essayer de séduire l'électorat de l'extrême nord, du Nord et de l'Adamawa. Donc, il est possible qu'effectivement, Paul Biya réussisse à tenir au moins un meeting avant la fin de la campagne. C'est ce qui est prévu par ses collaborateurs. Jean-Bruno, comment elle est perçue par l'électorat du RDPC, l'électorat de Paul Biya et tout cet aspect un peu ridicule de la communication présidentielle avec intelligence artificielle? Et on a vu aussi des images de militants qui se font huer dans la rue, de militants portant des vêtements à l'effigie du président qui se font huer. Est-ce que il est bon aujourd'hui d'être militant du RDPC au Cameroun? Alors, on observe quand même sur le terrain qu'il y a un rejet quasi pavlovien du RDPC dans certaines zones du pays. Vous avez dit effectivement, on a vu dans les réseaux sociaux des mamans qui sont huées dans la rue parce qu'elles portent des tenues du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti de Paul Biya. Donc, il y a un rejet aujourd'hui qui est perceptible dans la société. Et pourtant, ce même parti réussit également à faire foule lors de ces différents meetings. Mais on sait très bien comment cela procède, c'est-à-dire qu'on utilise énormément l'argent public pour organiser des agapes, parce que ce ne sont même pas des meetings politiques. Là-bas, on danse plus qu'on ne pense, on distribue de l'argent. Il y a des vidéos qui existent et qui sont nombreuses, des séances de distribution d'argent et de nourriture aux différents militants ou alors à toutes les personnes qui viennent assister aux différents meetings de Paul Biya. Je parlais avant cette émission avec un militant démissionnaire du RDPC, Léon Teller Onana, qui utilisait des mots très très durs quand même à l'égard de son parti et du président de son ancien parti. Il pensait que Paul Biya, le fait de quitter le Cameroun au moment où l'élection bat son plein, c'est l'expression du mépris qu'il a toujours eu, non seulement pour ses camarades du parti, mais également pour le peuple camerounais. Parce que où a-t-on vu, où sur cette terre a-t-on vu un président sortant qui n'a pas déposé son dossier de candidature, on a déposé en son nom. Quand la campagne commence, il s'en va, les gens parlent en son nom, on se trimballe un peu partout dans le pays avec une photo de lui qu'on dépose pour essayer de pallier son absence et en fin de compte, il va venir se faire déclarer vainqueur. Donc, c'est quelque chose qui est absolument méprisant pour les Camerounais et également pour ses camarades du parti. Et donc, Léon Teller Onana pensait que il est temps pour que ses camarades du RDPC se réveillent et essayent voilà, de faire changer les choses. Lui, il a voulu faire changer les choses de l'intérieur en déposant son dossier de candidature contre Paul Biya, dossier qui a été rejeté. Et maintenant, il est question que les Camerounais, selon lui, essayent de faire bouger les choses. Donc, le RDPC aujourd'hui est honni par une bonne partie de Camerounais, mais le RDPC a une arme redoutable qui est l'argent et un certain nombre de postes que lorgne l'élite camerounaise et qui fera tout pour que Paul Biya se maintienne. Et c'est un moyen pour eux de conserver également les différents Marocains qu'ils ont au Cameroun. Alors, et face à ce RDPC bien organisé, et certainement qui puise dans les fonds publics, on a une opposition qui tente, tant bien que mal, Théophile, de dépasser l'écueil du candidat consensuel, du moins la difficulté de trouver un candidat consensuel.
Issa Chiroma Bakary semble avoir rallié quelques voix, ou du moins engrangé quelques points. Mais à côté, il y a quelques opposants qui essayent aussi de se démarquer, notamment Cabral Libi. Que peut faire cette opposition? Est-elle piégée aujourd'hui? Alors, bon, pour revenir au RDPC, je parle d'un temps que les moins de 35 ans ne peuvent pas connaître, n'est-ce pas, Fabrice? Mais la situation dans laquelle se trouvent les militants du RDPC aujourd'hui, la situation de proscrit dans laquelle ils se trouvent dans un certain nombre de régions, fait penser à la situation dans laquelle ils se trouvaient en 1992, lors des élections, l'élection présidentielle de 1992, opposant notamment John Frungi à Paul Biya, une élection que John Frungi avait gagnée. Paul Biya avait, on peut le dire, ça fait partie de l'histoire volée. Mais à cette époque, il n'était pas bon d'être militant du RDPC. Et à partir de 1997, finalement, il y a eu une sorte de, pas de retour en grâce, mais d'acceptation de la réalité. Et les Camerounais, l'élite administrative et villageoise s'est rangée assez fortement derrière le RDPC. Il y a un petit mouvement de bascule. Et pour revenir à l'opposition, c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui parce que l'élimination de Maurice Kamto avait pour objectif de tuer le match, de tuer le game, parce que, et on comprend a posteriori pourquoi, dans la mesure où leur champion est invisible, ils sont dans une situation finalement de faiblesse, et ils ont préféré mettre de côté l'opposant le plus dangereux, sachant que c'est une élection à un tour. Et donc ils ont mis l'opposition dans une situation de difficulté. La première difficulté, c'est l'élection à un tour. Théoriquement, au Cameroun, tu peux être président avec 10% des inscrits. Avec ce scrutin à un tour, qui est un piège. Bon, bien entendu, ils se sont débrouillés pour maintenir finalement deux candidats du Grand Nord, c'est-à-dire Issa Chiroma et Bello Bouba, deux démissionnaires assez récents et dont on peut se demander est-ce que leur démission n'entrait pas dans une stratégie ou alors est-ce que la démission de l'un n'a pas finalement été mise en place pour limiter les effets de la démission de l'autre. Ça, c'est vraiment une question qu'on se pose. Et alors, l'état des lieux de l'opposition camerounaise aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, Issa Chiroma Bakary apparaît comme celui qui soulève les foules. Il a montré à Vertois, il a montré à Bafoussam, etc. Il y a une hype. Issa Chiroma, bon, elle ne peut s'expliquer que par la soif inextinguible de changement des Camerounais, parce que Issa Chiroma faisait partie de ce pouvoir jusqu'à il y a quelques mois. Et finalement, on peut dire que c'est l'évêque de Yagua qui a ouvert la campagne de Issa Chiroma sans le savoir en disant que... voter le diable, que Paul Biya ont choisi le diable en attendant. Donc les Camerounais, beaucoup de Camerounais ont dit, bon, voici notre diable, on le tient, on ne le lâche plus. Et qui sont finalement les autres candidats qui peuvent prendre des voix à Biya et à Chiroma? En fait, il y a Bello Bouba Maïgari, qui est quand même une figure du Nord, dont son parti contrôle la Damawa. Finalement, ça n'a pas mordu. Pourquoi ça n'a pas mordu? Bon, ça, il faut comprendre la sociologie camerounaise. Peut-être que c'est l'âge du capitaine, mais aussi ces maladies apparentes qui ont fait que... Et puis surtout, le fait que Chiroma s'est posé en lanceur d'alerte. L'intelligence s'est posée en lanceur d'alerte. Il n'a pas fait que démissionner. Il a démissionné en disant « Mes frères, venez, je vais vous raconter ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Paul Biya, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. » Il s'est posé en lanceur d'alerte. Et puis il dit, il raconte l'autre côté du miroir. Alors c'est peut-être superficiel, c'est peut-être ce qu'on peut dire, mais en tout cas ça a attiré vers lui. Et puis il y a eu son intronisation par finalement une petite coalition d'opposition qui en réalité n'a fait que conforter une tendance qui existait déjà au sein de l'opinion. Alors Cabral Libi, donc le président du PCRN, on va voir, manifestement Cabral Libi, sa stratégie, c'est d'être le premier opposant. C'est-à-dire, en fait, il n'allait pas à ce scrutin pour gagner à la présidentielle, mais pour être le deuxième. Et finalement, le fait que Maurice Kamto ait été éliminé, ça confortait sa stratégie du deuxième. Et aujourd'hui, je pense qu'il est un peu contrarié parce que manifestement, c'est une stratégie qui est vouée à l'échec. Parce que finalement, le candidat, le challenger de Paul Biya, ce n'est pas lui, c'est Issa Chiroma. On va observer dans les jours qui viennent. Mais de facto, il faut bien qu'on se rende compte que même si le candidat de l'opposition gagne, il faudra défendre cette victoire autrement, plus durement qu'en 1992. Augusta, Jeune Afrique qualifiait cette opposition de la plus bête d'Afrique. On en avait parlé sur ce plateau avec toi.
Aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'elle court un peu dans toutes les directions, comme un mouton sans tête. On voit des popularités éparses, sporadiques pour l'un ou l'autre des candidats de l'opposition. Mais est-ce que le combat face à Paul Biya est équilibré aujourd'hui? Non, il n'est pas équilibré, bien entendu, puisque, en fait, tout l'arsenal électoral est tenu par le parti État RDPC. Donc, évidemment que ce n'est pas équilibré, ça c'est certain. Mais ceci dit, face à ça, nous, ça fait très longtemps au niveau de l'UPC Manidem on parle de transition politique. D'ailleurs, c'est fort intéressant parce qu'aujourd'hui, tout le monde a repris la transition politique et la met à sa sauce, évidemment. Nous, quand on parlait de transition politique, pourquoi on parle de transition politique? Parce qu'on est conscient, depuis des décennies et des décennies, ça n'a pas commencé hier, ça n'a pas commencé avant-hier, ça a commencé depuis le début. En fait, on est conscient que le code électoral, le processus électoral est totalement phagocyté, sans aucun partage, par le parti État. Mais pourquoi aller aux élections alors? Pourquoi vont-ils aux élections? Est-ce que la stratégie la plus logique ne serait pas celle du boycott massif? Alors, il y a eu des périodes où il y a eu boycott de la part d'un certain nombre d'oppositions, d'un certain nombre de partis d'opposition, dont nous d'ailleurs. Mais en fait, c'est surtout trouver la bonne stratégie qui va permettre de faire bouger les lignes. Et quelle est-elle? Nous, on dit la mobilisation populaire. La mobilisation populaire, comme ça se produit partout ailleurs. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Madagascar. Les Malgaches sont mécontents de leur situation, de la vie chère, de la gabegie, de ce pouvoir qui confisque absolument tout, etc. Eh bien, ils se soulèvent. On peut prendre le Togo, où ils essaient. Alors, évidemment, ils sont très réprimés, etc. également. Mais le Népal, voilà, j'allais y venir. En tout cas, partout, dans tout le monde entier, quand les peuples en ont assez d'un pouvoir qui les opprime, qui les exploite, qui les piétine, qui les méprise, eh bien, ils se soulèvent. Donc les Camerounais n'en ont pas encore assez. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Je veux dire que là, si l'opposition avait véritablement à cœur le changement, le vrai changement, cette opposition, ce n'est pas à 2-3 semaines ou à 1 mois ou à 2 mois des élections qu'on met en place une stratégie pour gagner, pour ne pas perdre, pour ne pas que le même scénario se reproduise. C'est bien avant, bien en amont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis d'opposition se mettent ensemble sur la base d'un programme minimal et vont aux élections en ayant à l'esprit que vraisemblablement ces élections vont être traficotées comme d'habitude. Mais là aussi, on met en place une stratégie commune pour contrôler les 30 000 bulletins, les bureaux de vote, en ayant formé effectivement des gens pour cela. Et ça veut dire, mais ça se travaille avant, bien avant. Mais avoir des scrutateurs, avoir des gens qui vont observer, etc. Juste, comment se mettre en stratégie commune avec des candidats, par exemple, sur lesquels subsiste quand même un gros doute? Bello Bouba Maïgari, aujourd'hui, est-ce qu'on peut, de manière totalement sincère, penser qu'il est déconnecté avec ce régime? On a vu qu'Akeremouna s'est rallié à lui. Est-ce que c'est crédible? Mais j'allais y venir. C'est pour ça que j'ai parlé des véritables forces politiques qui veulent le changement, qui veulent la rupture avec ce système, la perpétuation de ce système. Alors même s'ils ne sont pas dans la rupture avec le néocolonialisme, mais qui veulent au moins en finir avec ce régime-là. Et là, effectivement, 2 piliers de ce régime ne peuvent pas constituer l'alternative de demain au Cameroun. C'est pas possible. Comme le disait Théo très justement, on est dans une telle désespérance qu'on arrive à penser que Bello Bouba ou Issa Tcherouma peuvent incarner cette alternative. Or, évidemment, pour moi, c'est absolument inenvisageable. Il est bien évident qu'ils vont perpétuer ce système-là. C'est pas possible d'avoir passé... Ils n'ont pas passé 2-3 ans dans le régime. Ils ont passé 30-40 ans dans ce système-là et à des postes extrêmement stratégiques et avec une virulence. Quand on se rappelle les propos d'Issa Tcherouma, les menaces qu'il faisait à l'égard de tous ceux qui osaient un tant soit peu critiquer, il était d'une virulence et il avait une morgue incroyable. C'était un peu le Moulinex 1.0. Absolument. Donc je veux dire,
ça se prépare. Les véritables forces alternatives auraient dû ou devraient se mettre ensemble, mais pas à 3 semaines. Pas à 3 semaines, ça fait des années qu'on en parle. Et c'est ça qu'il fallait. Mais même à l'époque, même par rapport à Camto, la preuve en est, c'est que si on s'était mis ensemble, autour d'une table, ensemble, pour discuter de cette, comment dirais-je, de comment on envisage d'aller aux élections, si tant est qu'on y va, mais on met en place. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on nous ravit la victoire, je parle de ces forces qui se sont coalisées et qui ont mis une stratégie en place pour contrôler les 30 000 bureaux de vote, si on nous ravit la victoire, on ne baisse pas les bras. On appelle de façon collective les Camerounais à sortir. Et je vous assure que dans ces conditions-là, ils seraient sortis. En 92, si Froundi avait appelé les Camerounais, parce qu'on était autour de lui, si Froundi avait appelé les Camerounais à sortir, les Camerounais seraient sortis. Mais c'est Froundi qui a calmé le jeu, malheureusement. Alors que c'est lui qui avait gagné les élections, tout le monde le sait. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ce point. Le mot de la fin peut-être en deux parties avec Jean-Bruno Tagne. Jean-Bruno, on parlait de ces foules qui arrivent à mobiliser Issa Chiroma et notamment Cabral Libi ce week-end à Douala. Qu'est-ce que ça vaut politiquement et électoralement parlant? Et puis j'aimerais aussi qu'en second lieu, tu nous dises un petit peu par rapport à Maurice Kamto, qui n'a pas donné de consignes particulières, qui appelle chacun à voter le candidat de son choix. Comment interpréter et analyser cette prise de position ou absence de prise de position de la part du président du MRC? Oui, alors il faut dire qu'il faut surtout bien écouter la motivation de la décision de Maurice Kamto, qui n'a appelé à voter pour personne, mais il a demandé à ses partisans et aux Camerounais d'aller voter et de choisir en leur âme et conscience. Donc, il n'est pas pour le boycott de cette élection. Et je pense, quand on écoute bien son discours, on a le sentiment qu'il n'a pas été aidé par tous ces différents partis politiques qui sont lancés parce qu'ils n'ont pas essayé, à défaut d'une coalition avec un candidat unique, du moins d'avoir des regroupements stratégiques. Par exemple, beaucoup espéraient que les deux candidats qui sont entrés un peu sur le tard dans cette élection-là, Issa Chiroma et Bello Bouba, se mettraient ensemble au moins pour consolider le vote des Camerounais de la partie septentrionale, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, Moi, ça c'est devenait sûr, très, je très contre difficile son pour éviction. voilà. Et donc, ce qui devient très, très difficile pour le candidat du MRC. Donc, il a appelé à aller choisir parmi les 11 candidats. Une chose est quand même intéressante, c'est qu'il n'a pas appelé à boycotter cette élection parce que beaucoup craignaient que la mise à l'écart de Kamto entraîne une abstention massive. Mais aujourd'hui, on voit très bien que ses partisans, ils sont divisés. Il y en a qui sont pour Issa Tiroma, il y en a qui sont pour Bello Bouba Maïgari, et il y en a également qui sont pour qu'on ne vote pour personne, qu'on n'aille même pas au vote. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très, très intéressant à observer pour voir qu'est-ce que cela va donner dans les urnes, du moins en termes de participation à cette élection. Parce qu'on se souvient que l'absence de Maurice Kamto lors de l'élection législative et municipale, des élections législatives et municipales, avait entraîné une forte abstention. Maintenant, en ce qui concerne les bains de foule, il faut dire qu'il y en a qui font pas mal de bains de foule quand même. Il y a Issa Chiroma, il y a Bello Bouba qui réussit à mobiliser, il y a Cabral Libi qui mobilise, et l'unique femme de cette élection, Patricia Ndamdioya, qui a également fait des meetings avec des foules assez intéressantes. Alors, que vaut ces foules dans les différents meetings? Est-ce que ce sont des militants convaincus qui ont leur carte d'électeur, ou alors simplement des militants qui sont mélangés avec des badauds, des curieux qui passent, observent, ainsi de suite? Ça, c'est difficile à savoir. Mais on ne peut pas minimiser tout cela parce que nous sommes sur le terrain de la politique, et les meetings, les mobilisations populaires, la foule, c'est toujours intéressant pour la politique, en espérant pour les uns et les autres de ratisser le plus large possible pour convertir cette foule dans les rassemblements publics en véritables électeurs le moment venu. Une chose est sûre, le désir de changement, il est tellement profond qu'on observe parfois des choses que je trouve quand même regrettables, hein, de dire que nous allons choisir notre diable.
C'est-à-dire que cela signifie quoi? Cela signifie que vous êtes bien conscient que le type que vous voulez choisir n'est pas forcément la personne qu'il veut, mais une espèce de candidat par défaut ou alors une espèce de choix par défaut. Que le Cameroun se retrouve dans cette situation-là est quand même regrettable et c'est dommage que les partis politiques n'aient pas fait un travail en amont pour essayer de se mettre ensemble à défaut d'une grande coalition qui est absolument une chimère, c'est impossible, au moins d'avoir un certain nombre d'alliances stratégiques pour permettre de renverser le RDPC. Parce que là-dedans, les partis n'ont pas les mêmes objectifs. Il y en a qui viennent pour conquérir le pouvoir en toute honnêteté avec une détermination qui est réelle, alors que d'autres partis politiques là-dedans sont des appendices du RDPC qui sont mis là-dedans pour essayer de diviser les voix de l'opposition. C'est pour ça que toute coalition avec un parti unique de l'opposition est absolument impossible au Cameroun aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Jean-Bruno Tagne pour cette analyse. Merci à vous ici en plateau, Augusta Epagna et Théophile Kouamo pour nous avoir donné vos éclairages sur la situation et affaires et campagnes à suivre donc au Cameroun et sur les ondes de Vox Africa et de Décrypter l'Afrique.